Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation que j'ai lue dans le cadre du Sweetie Gourmet Challenge. Il s'agissait d'une assiette dessert et je vous avoue que je ne sais plus pour laquelle j'ai pris. Ça devait être lire un livre en VO, j'imagine. J'en ai lu deux et donc le deuxième c'était le livre de Laini Taylor qui est en fait le deuxième tome de Daughter of Smoke and Bone et il s'agit de Days of Blood and Starlight. Et bah ça a été une très bonne lecture, voilà, ça c'est sans surprise. J'ai trouvé le premier tome très original, j'ai beaucoup aimé les personnages et l'histoire. Là bah voilà, on est reparti. Petit trigger warning, j'ai oublié de le préciser au cours de la vidéo, je m'en suis rendu compte au montage. Je tiens à vous dire que dans ce roman, vers le dernier tiers il me semble, il y a une scène de viol assez décrite dans l'action, qui est assez violente, assez dure, j'ai trouvé même à la lecture en VO. Donc je tiens à le dire et à le préciser dès maintenant. J'ai trouvé que contrairement à un deuxième tome classique qu'on peut trouver dans les trilogies, celui-ci a échappé à la malédiction qui est la malédiction du tome transitif. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome là et ça fait avancer l'histoire. Alors moi j'ai eu peut-être un peu de mal à rentrer dedans parce que encore une fois le rythme au début est peut-être un petit peu lent. Sans compter que vous le savez j'ai commencé à le lire à la période où il fallait très clairement que je m'inquiète de finir mes finalistes pour le PLIP 2020. Et donc il en a un petit peu pâti puisque je l'ai mis de côté et j'ai repris sa lecture plus tard. En revanche, dès que j'ai repris la lecture, ça a été tout seul et super vite. Franchement, pourtant c'est en soi, il n'est pas si gros que ça, mais bon, ça reste de la VO, il fait plus de 500 pages. J'avais lu le tome 1 presque un an avant. Et rien à faire en fait, j'ai passé un très bon moment. Si vous n'avez pas lu le tome 1, bien sûr je vous engage à arrêter là pour éviter tout spoil. Mais je commence avec les spoils. Je vais pas vous refaire le topo sur le monde qui est super original parce qu'en soi ça a pas changé. Même si on passe beaucoup plus de temps dans le monde des humains, finalement on est tellement séparés du monde des humains. C'est-à-dire que les chimères survivantes du massacre qui a eu lieu pendant que Karou vivait sa petite vie tranquille sur Terre. Ces survivants-là, en fait, se sont rassemblés dans le désert, dans un désert marocain, il me semble. Donc voilà, on voit pas énormément d'êtres humains. On a terminé le tome 1 dans une position qui était extrêmement difficile pour Karou et Akiva, puisque Karou s'est souvenue de tout. Elle s'est souvenue du coup de tout l'amour qu'elle ressentait pour Akiva, de cet amour vrai, de cet amour qui leur faisait rêver que la paix était possible entre les chimères et les anges. Et en fait, elle apprend par la même occasion que Akiva a tué Brimstone et toutes les chimères en voulant se venger de ce qu'il lui avait fait à elle, c'est-à-dire la détruire. Donc ça c'est pour la fin du tome 1, donc forcément Karou déteste Akiva presque autant qu'elle l'aime, je pense. Elle le fuit. Elle veut plus le voir, tout ce qu'elle veut faire c'est soutenir et aider au maximum les chimères et dans l'espoir peut-être un peu vain que Brimstone soit encore en vie. Donc voilà, on est avec un couple qui est complètement dissous et pourtant qui, alors surtout du côté d'Akiva, on ressent tout son regret, toute la force de son amour, tout son espoir de la retrouver vivante même si elle le déteste. Karou de son côté elle essaye d'aider au maximum les chimères en prenant la place de Brimstone pour l'avoir vu faire pendant des années. Elle se met à voler des dents un petit peu partout pour recréer des corps de chimères. Elle est obligée d'aider elle se sent redevable et décide d'aider son pire ennemi. Il voudrait pouvoir se débarrasser d'elle ou en tout cas ne plus lui laisser ce rôle clé par rapport à la création de ses armées. Elle de son côté elle essaie vraiment de comprendre comment elle menait cette guerre de survivants on va dire. Donc je disais qu'en termes de points négatifs pour moi c'est vraiment le Karou qui pour le coup pêche un peu alors que je l'avais adoré dans le tome 1. Là je trouve elle tourne un petit peu en rond, notamment avec cette histoire avec Akiva, voilà, est-ce qu'elle l'aime encore, est-ce qu'elle l'aime pas. En même temps je comprends tout à fait sa position, forcément elle est dans une position difficile mais tout de même j'ai trouvé que ça tournait un petit peu trop en rond et que c'était un petit peu trop répétitif. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé le jeu qu'elle essaie de jouer. Il y a 4 personnages secondaires très importants
gentils, on va dire, qui sont Mike et Susanna du côté humain, que j'ai adoré. Dans ce roman. Enfin, ils me faisaient déjà beaucoup rire dans le premier tome, là je les ai trouvés top. Et puis il y a les deux, enfin le frère et la sœur de Akiva, dont j'ai oublié le nom encore une fois, qui évoluent aussi par rapport à cette guerre, par rapport à ce qu'ils en pensaient avant de sa relation avec une chimère. Donc voilà, j'ai trouvé les personnages secondaires toujours aussi forts, toujours aussi présents dans l'histoire, qui soutiennent heureusement du coup les deux personnages principaux qui craignent un tout petit peu. Sur le rythme que j'ai trouvé un petit peu lent, je pense que c'est vraiment le fait de se remettre dedans dans de la VO qui est honnêtement assez travaillé, je trouve. Alors j'ai lu The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle avec Mélo et là c'est encore un niveau au-dessus, je trouve. C'est pas super abordable, je trouve, hein. C'est pas étonnant qu'il y ait du vocabulaire à chercher en tout cas, et puis c'est... voilà. Je trouve que c'est un poil plus compliqué par exemple que This Savage Song de V. Schwab pour le coup. Voilà, je trouve que là c'est un poil plus compliqué en termes de VO. C'est peut-être voilà, ce qui fait qu'il a été un petit peu plus dur de se remettre dans l'histoire, avec aussi ce temps qui est passé, donc du coup j'avais oublié quelques éléments de la fin du premier tome. Mais j'ai passé un très bon moment, l'univers est top, les personnages du coup sont bien, la façon dont se déroule l'histoire avec beaucoup d'action, ça a été sympa. Je pense qu'aussi ce que j'ai moins aimé, je pense que ça devait aussi être le cas dans le premier tome, mais ce que j'ai beaucoup vu là et que j'ai un petit peu moins aimé, c'est les parties finalement où on laisse complètement Karu et Akiva, parce que d'habitude ça alterne un petit peu, Karu, Akiva, et en fait parfois on se retrouve avec des personnages qui sont là complètement tertiaires, quaternaires si ça se dit, qui ont un lien avec l'histoire principale et qui permettent vraiment d'avoir un angle de vue, un point de vue sur certains éléments de l'intrigue auxquels n'assistent ni Akiva ni Karu et donc on ne peut pas voir, mais dont on entend parler au niveau de leurs oreilles. Mais du coup le fait d'avoir ces petits personnages en plus, ça permet vraiment de les aborder sous un autre angle. C'est super sympa en termes de narration, mais du coup ça me bloquait un petit peu. Chaque fois que je retombais sur un nouveau personnage, j'étais là en mode bon ok c'est dommage, on était bien, j'étais là dans le fil et je voulais en savoir plus. C'est bien, ça met un petit peu de suspense, mais en même temps ça ralentit vachement le rythme, je trouve. J'ai trouvé la fin bien, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe, et en fait je sais qu'avec cette fin là on est dans une situation où alors déjà je vais être obligée de lire la suite, j'ai très envie de lire la suite, mais c'est aussi un scénario que j'aime pas du tout. C'est vraiment la pire chose qui de mon point de vue pouvait arriver pour cette histoire, pour ces héros, pour le monde en règle générale, donc je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. Je pense que là ça va être beaucoup plus orienté sur les hommes, les humains, voilà. Et c'est là que je pense Susanna et Mike vont avoir beaucoup d'intérêt, puisque ils ont découvert certains aspects de la magie dans ce tome-ci, donc je pense que quand ils vont voir ce qui va débarquer dans le tome 3, ça va être intéressant d'avoir leur point de vue. Donc voilà, j'ai le tome 3 sous la main, Dreams of Gods and Monsters. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai. J'aimerais le lire rapidement pour éviter d'oublier des petites choses, mais je sais que ce sera pas forcément possible. Bon, ma seule déception par rapport à la trilogie que j'ai sous les yeux du coup, c'est que le deuxième tome ne fait pas la même taille que les deux autres, le premier et le troisième, et pourtant c'est la même édition, donc je sais pas si je réussirai à retrouver la bonne taille. Et sinon j'ai passé un très bon moment et voilà, j'ai hâte de lire la suite, et je vous conseille franchement de lire cette trilogie si ça n'est pas déjà fait. Ils ont été traduits, il me semble, je sais pas s'ils sont faciles à retrouver, puisqu'à mon avis c'est une édition qui date et il n'a pas dû être édité, mais sinon lancez-vous en anglais, et puis voilà, au pire vous comprendrez le vocabulaire et toute l'histoire au fil de l'eau, et avec Google Trad sous la main ça se fait, hein, c'est pas compliqué, mais il faut pas abandonner si ça vous paraît un petit peu lent au début. Bref, sur ce je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cette trilogie, si vous l'avez lu suite à la première vidéo, pourquoi pas, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi, et surtout si vous avez lu le troisième tome, essayez de me donner envie, comme ça je le sortirai vite de ma pile à lire. Et en attendant de lire tous vos jolis petits commentaires, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.